La journée s'était installée dans ce calme particulier à St. Mary Mead. L'air n'était ni chaud ni frais. Le ciel était comme du verre dépoli au-dessus des toits de chaume, et chaque allée de jardin dégageait un léger parfum de lavande et de terre humide. Le village semblait retenir son souffle entre deux petites courses. Les moineaux se disputaient les miettes devant l'épicerie, le facteur, appuyé sur son vélo, échangeait des plaisanteries avec Madame Price Ridley, et la cloche de l'église, polie depuis longtemps par des générations de sonneries, émettait un tintement sourd qui se fondait dans les haies. C'était une paix bien sage, du genre qui insiste sur le fait qu'elle ne sera jamais rompue. Et pourtant, comme mademoiselle Marple l'observait depuis la fenêtre de son salon, le calme était empreint d'une tension étrange, comme l'air avant un orage, calme mais chargé. Tout commença par un seul bruit, le bruissement d'une lettre glissée dans la fente de la porte du cottage voisin. Une fine enveloppe bleue, légère comme une aile de papillon, tomba sur le sol du couloir de mademoiselle Adelaide Fenn et resta là, tandis que l'horloge en laiton sur sa cheminée hésitait entre deux tic-tac. Mademoiselle Fenn apparut quelques minutes plus tard, une femme grande et anguleuse d'une 60aine d'années, dont les traits semblaient exprimer une désapprobation permanente à l'égard de quelque chose d'invisible. Elle se baissa pour ramasser la lettre, la retourna une fois, puis se figea. Ses doigts gantés tremblaient. Le papier émit un léger craquement. Puis, tout à coup, elle se redressa, regarda autour d'elle comme si quelqu'un pouvait l'observer, et tira les rideaux. Depuis son siège près de la fenêtre, mademoiselle Marple continua à tricoter, mais ses yeux suivirent le mouvement avec une douce curiosité. « Du papier bleu », murmura-t-elle pour elle-même. Cette teinte est rarement utilisée pour quelque chose de joyeux. Les aiguilles cliquetaient doucement, régulières comme un souffle, tandis que le rythme du village continuait. Le grondement des charrettes, le caquettement des poules et les légers bavardages qui s'échappaient des fenêtres ouvertes comme de la fumée. À 3 heures, les dames se réunirent comme d'habitude dans le salon de Madame Price Ridley pour jouer au bridge. Elles parlèrent de la vente du Women's Institute, du bégaiement malheureux du vicaire et des scones que Madame Bantry avait brûlés sans que ce soit sa faute, le four étant capricieux. Mais sous les bavardages se cachait une subtile curiosité. Mademoiselle Fenn n'était pas venue. En 20 ans, elle n'avait jamais manqué une partie l'après-midi. « Elle est malade », suggéra Madame Hartnell en s'éventant avec le bloc-notes. Ou peut-être a-t-elle reçu une nouvelle lettre de sa nièce, celle qui est en service à Londres. « dit Madame Price Ridley en réorganisant les cartes. « Si elle est malade, elle en aura informé le vicaire. Il lui rend visite tous les jeudis, sans faute. » Mademoiselle Marple, invitée en tant que 4e joueuse, sourit faiblement et tendit la main vers la théière. « Il se peut, dit-elle, qu'elle ait des visiteurs, des personnes auxquelles on ne s'attendrait pas, mais qu'elle ne peut pas facilement renvoyer. » Les autres la regardèrent avec un léger amusement, comme ils le faisaient souvent lorsqu'elle s'exprimait par des énigmes délicates. La partie de bridge commença, la conversation vacant au gré des cartes, mais les pensées de mademoiselle Marple s'attardaient sur les rideaux tirés de la maison voisine. Une femme vivant seule les fermait rarement si tôt dans la journée, à moins d'avoir une bonne raison. À la tombée de la nuit, cette heure douce et couleur miel où les toits brillent et où les hirondelles écrivent des hiéroglyphes rapides dans le ciel, le calme de St. Mary Mead s'était intensifié. Un garçon qui livrait des bouteilles de lait au cottage remarqua que la porte de mademoiselle Fenn était entr'ouverte, bien que le couloir derrière elle fût plongé dans l'obscurité. Il n'y prêta guère attention, siffla un air et poursuivit son chemin. Ce n'est qu'à 9 heures, lorsque Madame Price Ridley tira ses rideaux pour la nuit, qu'elle vit la faible lueur d'une lampe clignoter une fois dans le salon de mademoiselle Fenn, comme si une bougie,
avait été déplacée par une main tremblante, puis disparaître complètement. À 10 heures, la gouvernante du vicaire rapporta avoir entendu ce qu'elle décrivit comme un bruit sourd, comme une chaise qui tombe, sans toutefois pouvoir en déterminer la provenance. Les chiens n'aboyèrent pas. Personne ne bougea. La nuit s'écoula donc dans un calme apparent. Le lendemain matin, la femme de chambre de mademoiselle Marple apporta le plateau du petit déjeuner et fit une brève remarque. « C'est étrange, madame. Le facteur dit que la boîte aux lettres de mademoiselle Fenn est encore pleine. Le courrier d'hier n'a pas été touché. » Mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot, le regard doux mais attentif. « Vraiment, c'est étrange. » Elle se leva, mit son chapeau, le petit chapeau gris avec un nœud en velours, et sortit dans la pâle lumière du matin. Le jardin sentait le lilas humide. Les abeilles bourdonnaient, sans but. Elle marcha jusqu'à la porte voisine et s'arrêta, remarquant la bouteille de lait non ramassée qui se dressait comme une sentinelle sur le pas de la porte. Il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. Les rideaux restaient tirés. Elle frappa une fois, poliment. Pas de réponse. Après un moment d'hésitation, elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit immédiatement, avec ce léger soupir du bois qui n'a pas été ouvert depuis longtemps. Un filet d'air froid s'échappa. À l'intérieur, la maison était calme, mais pas d'un calme endormi. C'était le silence de quelque chose de caché. Sur la petite table près de la fenêtre se trouvait l'enveloppe bleue, désormais ouverte. Le Bite-op-a-Twottonos, papier à l'intérieur à moitié déplié. Et à côté, dans le coin sombre du fauteuil, mademoiselle Fenn était assise, parfaitement droite, la tête légèrement inclinée vers l'avant, les yeux fixés sur rien du tout. Les aiguilles, à tricoter dans la main de mademoiselle Marple, cessèrent leur léger cliquetis. Le silence s'intensifia lorsque mademoiselle Marple se tint dans l'embrasure de la porte, la main posée légèrement sur la poignée. L'air à l'intérieur du cottage avait cette fraîcheur particulière des endroits où le temps s'était momentanément arrêté. Un léger parfum de lavande fanée et de gaz s'y attardait, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus vif, de métallique et de légèrement âcre. Elle entra, prenant soin de ne rien déranger, ses yeux se déplaçant avec une précision sans hâte. La posture de mademoiselle Fenn était presque digne, toujours droite, comme si le corps refusait de trahir les habitudes guindées de sa propriétaire. Mais la pâleur de la peau, la légère teinte bleutée des lèvres, racontèrent leur propre histoire silencieuse. Mademoiselle Marple remarqua la tasse de thé renversée sur le plateau à côté d'elle, dont le bord délicat était taché par quelque chose qui n'était pas du thé. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était calme. « Oh, ma chère !» murmura-t-elle doucement, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui dormait. Puis elle se retourna, se ressaisit et alla chercher de l'aide. Lorsque l'inspecteur Crail arriva de Much Benham, le village avait déjà arrangé ses opinions comme des cartes sur une table. Madame Price Ridley avait entendu dire que mademoiselle Fenn avait été empoisonnée. Madame Hartnell était persuadée qu'elle avait simplement trop longtemps manqué de nourriture, et la femme du vicaire, tiraillée entre la charité chrétienne et la curiosité, priait pour que cette affaire ne fasse pas jaser. Il était déjà trop tard pour cela. L'inspecteur Crail, un homme grand aux cheveux blonds et à l'air mécontent de ceux qui n'aiment pas être appelés dans des cottages chics, salua mademoiselle Marple avec une politesse efficace. « Vous étiez la première sur les lieux, madame ?»« Oui, » répondit-elle. « Il me semblait incorrect de laisser la porte ouverte. On ne sait jamais qui pourrait entrer. » Il jeta un coup d'œil vers le corps, puis vers le plateau à thé. « Vous n'avez rien touché, j'espère ?»« Seulement la poignée, » répondit-elle doucement. Elle avait été très bien nettoyée. Son regard se posa alors sur elle, la curiosité transparaissant sous les apparences formelles. « Nettoyée, dites-vous » ? Avec plus de soin que d'habitude pour les femmes de ménage à St. Mary Mead, répondit-elle.
Le policier qui l'accompagnait s'éclaircit la gorge, embarrassé par sa précision. « Excusez-moi, monsieur, mais Madame Bantry dit que la défunte n'avait pas de femme de chambre ces derniers mois. Elle se débrouillait seule. » Crail haussa les sourcils. « Seule ?» Mademoiselle Marple acquiesça. « Tout à fait seule, à l'exception de sa correspondance. Je pense qu'elle écrivait beaucoup de lettres, mais pas toujours à des personnes vivantes. » L'inspecteur cligna des yeux. « Pas à... » Mademoiselle Marple esquissa un petit sourire. Une vieille habitude chez les personnes seules. Elles adressent parfois des lettres à ceux qui ne peuvent pas répondre. Cela leur permet de conserver un sentiment de conversation. Crail fronça les sourcils, mais prit note. Il se pencha pour examiner la lettre posée sur la table. Elle était écrite sur du papier bleu épais, du genre de celui que l'on peut acheter dans une papeterie qui croit encore aux formalités. L'écriture était soignée et angulaire, sans aucun doute celle d'un homme. « Local ?» demanda-t-il. « J'en doute, » répondit mademoiselle Marple. « Nous manquons plutôt d'hommes à St. Mary Mead qui utilisent de l'encre étrangère. » Il lut la première ligne à haute voix. « Ma chère Adélaïde, je ne peux plus supporter le poids de ce que j'ai fait. » Il s'interrompit, les lèvres pincées. Il faut sceller cette lettre et la faire disparaître immédiatement. Dehors, la nouvelle s'était déjà répandue plus vite que n'importe quel policier n'aurait pu la suivre. Le laitier racontait au boucher que la vieille fille avait reçu une lettre d'un homme, et à midi, on affirmait avec certitude qu'elle était secrètement fiancée depuis des années. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, s'arrêtant de temps en temps pour saluer ceux qui souhaitèrent l'interroger. Elle avait appris depuis longtemps que pour connaître la vérité dans un village, il fallait écouter entre les lignes. « C'est terrible, » dit Madame Price Ridley. « Mais bien sûr, on ne peut pas être surpris. Ceux qui vivent seuls finissent toujours par connaître une fin étrange. » « En effet, » murmura mademoiselle Marple, « même si parfois, ce ne sont pas eux qui choisissent la manière. » Le lendemain après-midi, le village avait transformé sa curiosité en certitude. Mademoiselle Fenn avait été assassinée par empoisonnement, et le correspondant anonyme en était responsable. De son côté, la police avait découvert que la signature de la lettre avait été effacée, soigneusement déchirée, comme si quelqu'un avait voulu s'effacer de la mémoire. Ce soir-là, l'inspecteur Crail rendit visite à mademoiselle Marple dans son cottage. Il semblait légèrement mal à l'aise, comme tous les hommes qui viennent chercher de l'aide, mais ont peur de l'admettre. « Je me demandais, » commença-t-il, « si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel, avant de la trouver. » Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux, seulement qu'elle avait tiré ses rideaux très tôt, et que le lait n'avait pas été livré. On apprend à remarquer les petits changements dans les habitudes. Il acquiesça, attendant la suite. « Et le plateau à thé, poursuivit-elle, était dressé pour une personne, mais il y avait 2 tasses sur l'étagère, propres mais humides. Peut-être les avait-elle lavées elle-même, peut-être pas. » Crail fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle avait reçu de la visite ?»« Je pense, » dit doucement mademoiselle Marple, « qu'elle voulait donner l'impression que ce n'était pas le cas. » Dehors, le vent du soir agitait les roses le long de son mur et un pétale tomba sur le rebord de la fenêtre. L'inspecteur suivit son regard, sans comprendre, tandis qu'elle le regardait avec la légère mélancolie de quelqu'un qui voyait des motifs que les autres ne pouvaient pas voir. « Dites-moi, dit-elle, quelque chose a-t-il été volé dans la maison ?»« Rien, à notre connaissance. Le porte-monnaie était sur la commode. L'argent n'a pas été touché. Nous faisons analyser la lettre pour trouver des empreintes digitales. »« murmura-t-elle. « C'est curieux, n'est-ce pas, que des gens si soucieux de leur réputation se donnent tant de mal pour cacher quelque chose d'inoffensif, mais laissent la preuve accablante à la vue de tous. » Crail eut un petit rire. « Vous voulez dire la lettre ? Ou la solitude ?
dit calmement mademoiselle Marple. « Tout dépend de ce qui l'a tué en premier. » L'inspecteur eut l'air perplexe, mais avant qu'il n'ait pu parler, la femme de chambre du vicaire apparut à la porte, essoufflée par l'urgence. « Excusez-moi, monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir, dans la sacristie. Je l'ai trouvé ce matin, mais je n'y ai pensé que maintenant. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Un sac à main, monsieur, un sac à main de femme, laissé là, après la répétition de la chorale. Il y a du papier bleu à l'intérieur, du même type que celui de la lettre. » L'inspecteur se redressa aussitôt. « Où est le vicaire ? » ?»« À l'église, monsieur. Il est bouleversé par les rumeurs. Il dit que c'est un péché que les gens se laissent si facilement aller au mal. » Miss Marple se leva en ajustant son châle. « Je pense, dit-elle, que nous aurions tous deux intérêt à lui rendre visite. Les secrets, comme les bougies, brillent davantage dans l'obscurité. » Alors qu'ils marchaient pêche vers l'église, les lampadaires de St. Mary Mead s'allumèrent un à un, projetant des halos chaleureux qui plongèrent les espaces entre eux dans une ombre plus profonde. Quelque part, une horloge sonna 8 heures, précise, solennelle, inconsciente qu'un mensonge commençait à se dévoiler dans l'une de ces respectables maisons. Les lampadaires qui bordaient le chemin menant au presbytère diffusaient leurs modestes halos, chacun projetant une mare de lumière ambrée qui se dissolvait dans l'ombre juste avant que la suivante ne commence. Mademoiselle Marple marchait légèrement devant, d'un pas précis et assuré sur le gravier. L'inspecteur Crail la suivait, le col de son manteau relevé pour se protéger de la légère fraîcheur qui se levait avec le crépuscule. De la porte ouverte de l'église émanait une odeur de cire et de vieux livres de cantiques, ainsi qu'un murmure faible qui pouvait être une prière ou une pensée troublée. À l'intérieur, la nef était plongée dans la pénombre. Le vicaire se tenait près de la porte de la sacristie, sa silhouette grande et élancée, se découpant dans la lumière d'une seule bougie. Son expression reflétait ce mélange particulier de piété et de culpabilité propre aux hommes qui se considèrent responsables de la paix de leur paroisse. La femme de chambre se tenait près du mur, serrant son sac à main comme si elle en avait peur. « Ah, mademoiselle Marple, » dit doucement le vicaire. « Quelle affaire terrible ! Pauvre mademoiselle Fenn, une âme si solitaire. Et dire qu'elle a connu une telle fin sous mon nez. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « C'est souvent ainsi, révérend. Plus nous sommes proches, moins nous voyons. » L'inspecteur Crail fit signe à la femme de chambre. « C'est vous qui avez trouvé cela ? » ?»« Oui, monsieur, derrière les stalles du chœur. J'ai pensé qu'une des dames l'avait peut-être laissé tomber après la répétition, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai pensé qu'il valait mieux le montrer au vicaire. » L'inspecteur ouvrit le sac à main avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mouchoir plié, un paquet de pastilles à moitié utilisé et une liasse de papier à lettres bleues reliée par un ruban étroit. Il en sortit une feuille. L'écriture était la même écriture masculine soignée que celle de la lettre trouvée chez mademoiselle Fenn. Mademoiselle Marple s'approcha, son regard se posant non pas sur le papier, mais sur le ruban lui-même. « C'est curieux, » murmura-t-elle. « De la soie, pas du coton. Un homme se donne rarement la peine de faire une finition aussi soignée. » Crail lui jeta un coup d'œil. « Vous pensez donc que c'est le sac d'une femme ? Oh, très certainement, mais son contenu ne lui appartient peut-être pas. » Le vicaire ajusta ses lunettes. « Si elle appartenait à l'une des dames de la chorale, nous pourrions facilement l'identifier. Madame Price Ridley chante alto, comme vous le savez, et Madame Hartnell contralto, compléta doucement mademoiselle Marple. Mais je doute que l'une ou l'autre emporte un papier comme celui-ci à une répétition de cantique. On n'écrit pas ce genre de choses pendant Rock of Ages. » Crail s'autorisa un léger sourire. « Vous seriez surpris de savoir ce qui s'écrit dans les églises. » Il se tourna vers le vicaire. « Depuis combien de temps ce sac était-il là ?
Le pasteur hésita. « Au moins depuis mardi soir, je pense. » Le sacristain ferme à clé après la messe, mais il a dit qu'il ne l'avait remarqué qu'aujourd'hui, caché derrière un coussin. Il a peut-être été placé là, délibérément. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la lueur vacillante de la bougie qui se reflétait sur la croix en laiton. « Caché, pas perdu », dit-elle doucement. Une distinction que les gens font sans se rendre compte. Pourquoi? L'inspecteur prit une autre feuille de la pile. Elle était vierge, à l'exception d'une petite tache sombre dans le coin. De l'encre ou autre chose. Il la frotta entre ses doigts et fronça les sourcils. De la graisse, probablement provenant de nourriture. Le vicaire eut l'air horrifié. Dans la maison de Dieu? Mademoiselle Marple poussa un petit soupir. Les gens laissent rarement leurs habitudes humaines à la porte, révérend. Dehors, la cloche de l'église sonna le quart, son son flottant à travers l'arche ouverte comme l'écho d'une conscience. Crail remit les papiers en place et ferma le sac. « Nous allons emporter cela au poste, » dit-il d'un ton vif. « Peut-être que les empreintes digitales nous aideront. » La femme de chambre se signa. « J'espère que vous me pardonnerez, monsieur, mais ce sac m'a donné une telle impression, comme s'il attendait. » Mademoiselle Marple se tourna vers elle avec gentillesse. « Beaucoup de choses attendent, ma chère, que quelqu'un les remarque. » Alors qu'ils quittaient l'église, le vent était devenu plus froid, poussant de minces voiles de brume depuis les prairies. Les lumières brillaient aux fenêtres du cottage comme de petits yeux provoquants dans l'obscurité. Au carrefour, mademoiselle Marple s'arrêta. « Si cela ne vous dérange pas, inspecteur, je pense que je vais rendre visite à madame Bantry. Elle était souvent gentille avec mademoiselle Fenn, à sa manière. Les gens parlent parfois plus librement après une tragédie lorsqu'ils se croient charitables. » Crail inclina la tête. « Vous êtes déterminée à aider, je vois. »« Pas déterminée, » corrigea-t-elle doucement. « Simplement curieuse. C'est un mal commun chez les personnes âgées. » À Gossington Hall, madame Bantry les reçut dans une pièce baignée de la lumière des lampes, remplie de châles et d'une atmosphère de sympathie dramatique. « Pauvre Adelaide !» s'écria-t-elle, même si je dois dire qu'elle n'était pas facile à aimer. Mais on ne souhaite une telle fin à personne. Elle fit signe pour qu'on apporte le thé, qui apparut avec la rapidité d'une longue pratique. « Avez-vous déjà découvert quelque chose de terrible, inspecteur? »« Nous sommes encore en train de recueillir des témoignages, » répondit Crail. Madame Bantry se pencha en avant. « Parce que je me souviens, la semaine dernière encore, qu'elle semblait très agitée à propos d'une lettre. Je passais devant son portail et elle a dit quelque chose comme « Le passé ne nous quitte jamais ». J'ai trouvé cela plutôt poétique sur le moment. Peut-être s'était-elle mise à lire des romans. Mademoiselle Marple remua son thé sans lever les yeux. A-t-elle mentionné qui lui avait envoyé cette lettre? Oh non. Elle a immédiatement changé de sujet. Elle m'a interrogé sur le sermon de l'évêque et lui a demandé si sa toux allait mieux. Une esquive, murmura mademoiselle Marple. Le langage des personnes effrayées. Madame Bantry haussa les sourcils. Vous ne pensez pas que quelqu'un lui voulait du mal? L'inspecteur répondit avant que mademoiselle Marple n'ait pu le faire. Nous gardons l'esprit ouvert. Madame Bantry soupira. Je suppose que cela ne mènera à rien. Mais le village ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas trouvé un coupable. C'est toujours comme ça. Alors qu'il prenait congé, mademoiselle Marple s'attarda un instant dans le couloir, étudiant les photographies encadrées de chasse et de garden party, des visages souriants, figés dans un parfait décorum. Les apparences, dit-elle doucement, sont souvent la dernière ligne de défense. Dehors, Crail la regarda avec une expression mêlée de respect et d'irritation. « Vous semblez penser que tout le monde dans ce village cache quelque chose? »« Oh, mais c'est le cas, » dit mademoiselle Marple sereinement. « C'est ce qui les rend si anglais. »
Ils se séparèrent dans la ruelle menant à son cottage. Le brouillard s'était épaissi en une couche basse, étouffant le bruit des pas. Alors que mademoiselle Marple s'approchait de son portail, un mouvement attira son attention. Une silhouette se tenait à demi cachée sous la haie de lilas, la lueur d'une cigarette illuminant brièvement un visage pâle et tendu. L'homme, car il s'agissait indubitablement d'un homme, jeta le mégot, l'écrasa sous son pied et s'éloigna avant qu'elle n'ait pu parler. Elle le regarda s'éloigner, la fine traînée de fumée se dissolvant dans l'air. Puis elle se baissa et ramassa ce qu'il avait laissé. Non seulement la cigarette, mais aussi un petit morceau de papier bleu déchiré, accroché à la haie par la brise. C'était le coin d'une enveloppe, et bien que l'écriture ne comportât qu'un demi-mot, elle reconnut la même main qui avait écrit à mademoiselle Fenn. Le fragment tremblait légèrement entre les doigts de mademoiselle Marple. Ses bords étaient mous et humides à cause de la brume. La courbe ancrée du mot à moitié écrit semblait palpiter d'une vie propre, un murmure de sens caché. Elle le glissa soigneusement dans sa manche et tourna les yeux vers l'allée. La silhouette avait déjà disparu, ne laissant que le rythme faible des pas qui s'éloignaient, absorbés par le brouillard. À l'intérieur de son cottage, l'horloge tic-taquait avec le rythme patient d'un être vivant. Elle alluma la lampe, tira les rideaux et posa le fragment sur son bureau à côté d'une loupe. Le bord déchiré était net, sans irrégularité ni précipitation, une déchirure soignée suivant la couture de l'enveloppe. Celui qui l'avait jeté l'avait fait de manière délibérée. Elle se pencha pour mieux voir. Le demi-mot pouvait être « Adèle » ou « ADM ». Impossible à dire. Pourtant, l'écriture avait le même angle assuré, l'inclinaison vers l'avant d'un homme habitué à être cru. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Lorsqu'elle ouvrit, la femme du vicaire se tenait là, un châle serré autour des épaules et le regard inquiet. « Ma chère mademoiselle Marple », commença-t-elle, essoufflée, « je sentais que je devais parler à quelqu'un de sensé. On raconte des choses horribles dans le village à propos de la pauvre mademoiselle Fenn et des lettres. « Entrez, ma chère », dit mademoiselle Marple en la conduisant vers la cheminée. « Nous allons prendre un peu de thé. Les rumeurs s'amplifient toujours à l'air libre. » Pendant que la bouilloire sifflait, madame Clement poursuivit d'une voix mi-suppliante, mi-excitée. Ils disent qu'elle faisait l'objet d'un chantage, que quelqu'un de son passé menaçait de révéler quelque chose de honteux. Mais comment cela pourrait-il être vrai? Elle menait une vie si tranquille. Mademoiselle Marple versa le thé. D'après mon expérience, les personnes tranquilles sont souvent celles qui portent en elles le plus lourd fardeau. Madame Clement fronça les sourcils. « Vous voulez dire la culpabilité ?»« Peut-être le souvenir, » dit doucement mademoiselle Marple. « Les deux sont parfois indissociables. » La femme but une gorgée de thé, puis posa brusquement sa tasse. « Pensez-vous que la police interrogera les membres de la chorale? Madame Price Ridley répète déjà son innocence. »« Je pense que oui, » répondit mademoiselle Marple. Une enquête, comme les ragots, doit bien commencer quelque part. Un léger tapotement à la fenêtre les interrompit. L'inspecteur se tenait dehors, chapeau à la main, l'air vif mais pas désagréable. « Désolé de vous déranger, mademoiselle Marple. Puis-je entrer ?»« Bien sûr, » répondit-elle, et il entra, apportant avec lui la fraîcheur humide de la nuit. Son regard se posa sur madame Clement. « Juste un instant, inspecteur, » dit-elle précipitamment, en ramassant son châle. « J'allais justement partir. » Lorsque la porte se referma derrière elle, Crail se tourna vers mademoiselle Marple avec le malaise d'un homme qui reconnaît son respect. « Vous aviez raison au sujet du visiteur. L'autopsie montre qu'elle a pris le thé avec quelqu'un d'autre ce soir-là. Il y avait 2 tasses, l'une lavée, l'autre non. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Et le poison ?»« De la digitaline, à forte concentration. Nous en avons trouvé des traces dans son armoire à pharmacie. »
Elle avait des gouttes pour le cœur sur ordonnance, mais la dose était bien supérieure à celle prescrite. « Comme c'est pratique », murmura-t-elle. Du poison provenant de sa propre étagère, comme une tentation provenant de son propre cœur. Il poussa un petit soupir. Cela ressemble à un suicide. La lettre suggère des remords, mais il n'y a pas de signature, et maintenant cette histoire de sac à main dans l'église suggère, termina mademoiselle Marple, que quelqu'un souhaitait que sa mort ressemble à des remords. Crail hésita, étudiant son visage. « Vous avez trouvé quelque chose ce soir, n'est-ce pas ? » ?»« Seulement ce que la brise a eu la gentillesse de m'apporter. » Elle tendit le fragment de papier bleu. Il l'examina en fronçant les sourcils. Un autre morceau de ce papier à lettres, déchiré proprement. Vous avez le don d'être au bon endroit, au bon moment, mademoiselle Marple. Ou au mauvais endroit, dit-elle doucement. Cela dépend de la façon dont on conçoit la providence. Il mit le morceau de papier dans sa poche. Nous avons vérifié ses correspondants. Il n'y en a que 2. Une nièce à Londres et un avocat qui gère un petit fonds fiduciaire. Aucun des 2 n'admet avoir envoyé des lettres de ce genre. Et pourtant, dit mademoiselle Marple, quelqu'un les a écrites. Peut-être pas par affection, mais par nécessité. L'inspecteur la regarda avec curiosité. Vous pensez à du chantage ? Pas nécessairement. Mais la solitude peut pousser les gens à correspondre avec leur ombre. Parfois, on écrit des lettres qui ne sont pas destinées à être postées. Crail secoua la tête. Si c'est le cas, qui a déchiré la signature ? La même personne qui craignait d'être reconnue pour ce qu'elle était, dit mademoiselle Marple calmement. Une âme respectable, avec une conscience gênante. Il esquissa un sourire ironique. À vous entendre, on dirait que cela concerne la moitié de la paroisse. Elle lui rendit son sourire avec plus de douceur. C'est peut-être le cas. Après son départ, mademoiselle Marple resta debout près du feu, son tricot intact, l'esprit vagabondant parmi les fils délicats de l'affaire. 2 tasses à thé, une lavée. Une lettre bleue déchirée et cachée. Un sac à main dans l'église, contenant un papier du même genre. Et maintenant, un homme qui surveillait sa porte dans l'obscurité. Elle sentait le motif s'animer, incomplet mais persistant, comme une mélodie jouée doucement sur un piano lointain. Le lendemain matin, le village était en effervescence. À l'épicerie, madame Hartnell déclara que l'écriture devait appartenir à un homme marié. Elle a cette inclinaison audacieuse, dit-elle d'un air entendu, le genre qui fait des promesses qu'il n'a jamais l'intention de tenir. Mademoiselle Marple, qui était entrée discrètement pour acheter une bobine de fil, écouta sans interrompre. Monsieur Gilles, le boucher, qui nettoyait son comptoir, ajouta gravement. Cela pourrait être l'œuvre du défunt colonel Bascombe. Il a eu affaire à elle une fois, à propos du testament de sa femme, et les hommes comme lui n'oublient jamais une femme qui a vu leur compte. À l'évocation du colonel, une faible étincelle de souvenir s'alluma dans les yeux de mademoiselle Marple. « En effet, murmura-t-elle, le domaine Bascombe passa étrangement de main en main, si je me souviens bien. Et la nièce de madame Bascombe, comment s'appelait-elle déjà? Celle qui chantait dans la chorale. Mademoiselle Lydia Horne, précisa le boucher. Elle avait une belle voix. Dommage qu'elle ait eu un tel caractère. Mademoiselle Marple le remercia, paya son fil et rentra chez elle, plongée dans ses pensées. Arrivée à son portail, elle s'arrêta une fois de plus, les yeux fixés sur la haie où le bout de papier avait été accroché. Sous celui-ci, presque invisible dans l'herbe, gisait un autre fragment, cette fois-ci provenant d'une coupure de journal, dont les bords étaient brunis et délicats. Elle se baissa pour le ramasser. L'impression était petite mais lisible. La fiducie sera administrée par mademoiselle Adelaide Fenn de St. Mary Mead, jusqu'à ce que l'héritier atteigne sa majorité.
La vieille fille n'était donc pas seulement seule, mais aussi la dépositaire de quelque chose de précieux. L'argent, le secret et les sentiments. Une combinaison qui aboutissait rarement à autre chose qu'au malheur. Elle glissa la coupure dans sa poche et se dirigea vers la porte de sa maison, son esprit déjà occupé à passer en revue les possibilités humaines. Quelque part, parmi les chuchotements polis et les manières raffinées, une main avait écrit des lettres, déchiré des signatures et préparé du thé pour une femme solitaire qui avait fait trop facilement confiance. Et quelque part, peut-être tout près, cette même main commençait à trembler. La coupure de journal plié reposait sur le bureau de mademoiselle Marple, son bord fragile se recourbant comme un pétale trop longtemps exposé au soleil. Elle la regarda longuement, puis la posa à côté de sa tasse de thé et reprit son tricot. L'horloge sonna 10 heures, mais le village derrière sa fenêtre était déjà animé par la douce agitation des spéculations. Des roues grinçaient, les rideaux qui bougeaient et les voix qui s'élevaient dans ce registre particulier d'indignation pieuse qui accompagne l'odeur du scandale. En milieu de matinée, l'inspecteur Crail arriva à nouveau, l'air fatigué et légèrement désolé. « Vous êtes en train de devenir le centre des renseignements, mademoiselle Marple, » dit-il en jetant un coup d'œil au bout de papier sur son bureau. « Il semble que toutes les découvertes dans cette affaire aboutissent à votre porte. »« C'est simplement parce que je laisse mes fenêtres ouvertes, » répondit-elle avec un léger amusement. « La vérité a tendance à se répandre. » Il accepta une tasse de thé et s'assit, les épaules raides, sous son manteau. « Nous avons retrouvé la trace de la fiducie mentionnée dans votre coupure de presse. Elle concerne la succession du défunt colonel Bascombe, comme vous le soupçonniez. Mademoiselle Fenn a été nommée tutrice temporaire pour gérer certains fonds destinés à l'héritier, le jeune maître Geoffrey Horne. »« Le frère de mademoiselle Lydia Horne, » murmura mademoiselle Marple. « Exactement. Les fonds sont considérables. Nous avons également trouvé des correspondances suggérant que mademoiselle Fenn avait récemment été pressée de libérer une partie du capital. Elle a refusé. Elle a écrit à l'avocat pour insister sur le fait qu'elle suivrait le testament à la lettre. Une femme consciencieuse, dit mademoiselle Marple, et la conscience est rarement récompensée. Crail posa sa tasse. Nous avons parlé à mademoiselle Horne. Elle admet avoir rendu visite à mademoiselle Fenn la semaine dernière et dit qu'elles se sont disputées. Elle prétend que c'était à propos du choix d'un hymne pour le service dominical, mais... Il hésita. Son histoire est trop parfaite, et maintenant, son sac à main ayant été retrouvé dans l'église, elle fait l'objet d'une enquête. Mademoiselle Marple continua à tricoter, ses aiguilles murmurant comme des ragots. La surveillance peut être très inconfortable pour ceux qui dépendent des apparences, surtout lorsque l'apparence est la piété. L'inspecteur sourit faiblement. Vous n'aimez vraiment pas les gens qui se croient supérieurs, n'est-ce pas? Mon cher inspecteur, je reconnais simplement le danger de l'enthousiasme moral. Il conduit les gens à nettoyer l'âme des autres, sans remarquer ce qu'ils ont renversé dans le processus. Il se leva et enfila ses gants. Nous interrogerons à nouveau mademoiselle Horne cet après-midi. Vous avez le don de cerner les gens, mademoiselle Marple. Voulez-vous m'accompagner? J'en serais ravie, répondit-elle. Mais je pense que mademoiselle Horne aura répété son rôle. Ils la trouvèrent au presbytère, en train d'arranger des fleurs sur l'autel avec une dévotion qui frisait la défiance. C'était une femme d'environ 35 ans, grande et posée, les yeux froids sous le bord de son chapeau. Lorsqu'elle se tourna vers eux, sa voix avait la clarté cristalline de quelqu'un habitué aux salles de chorale et aux comités sociaux. « Inspecteur, dit-elle d'un ton calme, je vous ai déjà dit tout ce que je sais. » La pauvre mademoiselle Fenn était troublée. Elle avait des problèmes cardiaques. Je lui ai rendu visite, oui, mais uniquement pour lui apporter les nouvelles partitions des hymnes. Le ton de Crail était poli mais ferme. Et la dispute? Elle sourit faiblement. Ce n'était pas vraiment une dispute.
Elle s'opposait à ce que je modifie les paroles d'un hymne. Elle disait que la tradition devait être respectée. C'était tout à fait ridicule. Mademoiselle Marple, qui examinait les fleurs, dit doucement « La tradition est souvent le dernier refuge de ceux qui n'ont plus que leurs souvenirs. Dites-moi, ma chère, quel genre de musique Mademoiselle Fenn préférait-elle » Lydia hésita. La musique sacrée, bien sûr, mais elle aimait aussi certaines pièces sentimentales. Les ballades. Des lettres et des chansons, murmura mademoiselle Marple. Elles ont le même effet sur les âmes solitaires. Elles leur donnent l'illusion d'une conversation. La jeune femme rougit légèrement. Si vous insinuez que j'ai écrit ces horribles lettres, ma chère, dit mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme, je fais rarement des insinuations. Je me contente d'observer. Par exemple, vous utilisez de l'encre bleue dans vos notes du comité. Lydia ouvrit la bouche, puis la referma. Beaucoup de gens le font. C'est vrai. Mais votre nuance particulière? Je l'ai remarquée sur les étiquettes des recueils de cantiques du presbytère. Crail intervint avec tact. Mademoiselle Horn, votre sac à main a été retrouvé dans la sacristie, contenant du papier à lettres bleues identique à celui utilisé dans les lettres. Pouvez-vous expliquer cela? Son sang-froid vacilla. Je dois l'avoir laissé là, après la répétition. Ces papiers ne m'appartenaient pas. Quelqu'un a dû les y placer. Quelqu'un, répéta doucement mademoiselle Marple. Une personne bien placée, sans aucun doute. L'inspecteur prit sa déposition, mais le regard de mademoiselle Marple resta fixé sur les fleurs. Des lys blancs, immaculés, dont le parfum si intense brouillait les pensées. Elle remarqua que les doigts de Lydia, si fermes lorsqu'elle arrangeait les tiges, tremblaient lorsqu'elle chercha ses gants. Ce n'était pas vraiment de la peur, mais plutôt le tremblement de quelqu'un qui réprime son indignation. En partant, Crail marmonna « Elle cache quelque chose. Je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou de la fierté. » « C'est souvent la même chose, » dit mademoiselle Marple. « Les deux n'aiment pas être examinés. » L'après-midi s'assombrit à l'approche de la pluie. Ils se séparèrent dans la ruelle. L'inspecteur retourna à son poste, mademoiselle Marple à son cottage. Mais son esprit ne se reposait pas. Elle s'assit à nouveau près de la fenêtre, retournant les détails comme des cailloux dans un ruisseau, chacun brillant, glissant, ne s'emboîtant pas encore. Au crépuscule, on frappa à sa porte. C'était madame Bantry, les joues roses à cause de l'effort et de l'excitation. « Ma chère Jane, vous n'allez jamais le croire. Le frère de Lydia Horn est revenu de l'étranger, tout à coup, et s'est présenté à l'auberge pour demander l'adresse de mademoiselle Fenn. On dit qu'il avait l'air épouvantable, tout nerveux et agité. Mademoiselle Marple leva lentement les yeux. De retour? Quelle chance pour l'inspecteur et pour nous. Madame Bantry se pencha vers elle et murmura « Pensez-vous que c'est lui? Le mystérieux écrivain? Lydia est très nerveuse depuis que la nouvelle s'est répandue. » Mademoiselle Marple versa le thé comme si elle réfléchissait à la météo. « J'ai remarqué depuis longtemps, Dolly, que les familles sont les conspirations les plus dangereuses qui soient. Elles partagent des motivations que personne d'autre ne peut voir. » Plus tard, après le départ de madame Bantry, mademoiselle Marple sortit dans la fraîcheur du soir. Les premières gouttes de pluie tombaient sur les feuilles, délicates comme des questions. De l'autre côté de la pelouse, la lumière brillait encore à la fenêtre du presbytère, et au-delà, un carré plus sombre marquait la maison vide de mademoiselle Fenn. Un mouvement rapide attira son attention. Quelqu'un se glissait dans le portail du cimetière, tenant un parapluie alors que la pluie n'était guère plus qu'une bruine. Elle le suivit à distance, ses pas silencieux sur le chemin humide. La silhouette s'agenouilla près de la porte de la sacristie, chercha quelque chose dans l'ombre, puis se redressa rapidement lorsque le portail grinça derrière eux. Pendant un instant, la lampe de la ruelle éclaira le visage. Jeune, tendu, indéniablement masculin. Geoffrey
Horn. Il se retourna, surpris, et s'enfuit vers le porche, disparaissant dans la pluie. Miss Marple resta où il se trouvait. Son regard se posa sur le sol. La silhouette floue d'un petit paquet carré, à moitié enfoui dans la boue. Elle le souleva délicatement. Il était enveloppé dans du papier brun et ficelé. L'adresse était maculée, mais encore lisible. Miss Adelaide Fenn, St. Mary Mead. La ficelle était mouillée, mais le nœud était double, délibéré, trop soigné pour être accidentel. La pluie s'intensifia, tandis que Mademoiselle Marple tenait le paquet sous la lumière de son parapluie. Les gouttes frappaient le papier à intervalles lents et réguliers, faisant fleurir l'encre de l'adresse comme des ecchymoses. Elle le retourna avec précaution. Aucun nom d'expéditeur, aucun sceau au-delà de la ficelle ordinaire nouée d'un nœud marin. Celui qui l'avait emballé l'avait fait avec une minutie rigoureuse, les coins repliés vers l'intérieur comme s'ils contenaient quelque chose de fragile ou d'incriminant. Elle appuya une main contre le papier. La forme en dessous céda doucement, sans la rigidité d'une boîte. Un livre, peut-être, ou un paquet de lettres. La tentation de le défaire là, dans le cimetière, lui traversa l'esprit, mais l'habitude l'emporta. Elle savait que les preuves devaient d'abord être examinées par les autorités. Elle glissa le paquet sous son bras et se dirigea vers l'auberge. Le Crown and Ivy brillait à travers la bruine, son enseigne grinçant faiblement dans le vent. À l'intérieur, le feu crépitait, un mensonge réconfortant face à l'humidité. Le propriétaire, M. Webb, leva les yeux de son verre qu'il était en train de polir. « Bonsoir, mademoiselle Marple. Vous rentrez tard, n'est-ce pas? Nous avons eu quelques agitations avec l'arrivée du jeune M. Horn. »« Je m'en doute, » répondit-elle. « Est-il toujours là ?»« Dans le salon, » répondit Webb. « Il a pris une chambre pour la nuit. Il a dit qu'il était descendu en urgence de Douvres. Il était pâle comme un linge quand il est entré. Il a dit qu'il avait voyagé sans se reposer. Il a demandé du thé chaud et rien de plus fort. Une politesse étrange, si vous voyez ce que je veux dire. »« Je comprends souvent, » dit mademoiselle Marple. « Auriez-vous l'amabilité de lui dire qu'une amie de mademoiselle Fenn souhaite lui parler ?» Webb hésita. « Il n'est pas de très bonne humeur, mademoiselle. S'il s'agit d'une mauvaise nouvelle, il s'agit seulement de clarifier les choses, » dit-elle doucement. Et cela vaut toujours la peine d'être entendue. Quelques instants plus tard, elle se tenait dans le salon, au plafond bas, où l'air était lourd de laine humide et de thé refroidi. Geoffrey Horn se leva immédiatement, un jeune homme d'une trentaine d'années, les cheveux blonds aplatis par la pluie, le visage tendu par la dignité nerveuse de quelqu'un élevé pour réprimer les aveux. « Vous souhaitiez me voir ?» demanda-t-il. Mademoiselle Marple posa le paquet sur la table entre eux. « Je viens de trouver ceci à l'extérieur de la sacristie. Il porte le nom de mademoiselle Fenn. Vous étiez là, n'est-ce pas ?» Il fixa le paquet, puis la regarda. « Je le cherchais. Il lui appartenait. C'était quelque chose qu'elle gardait pour moi. Alors peut-être pourriez-vous m'expliquer, » dit mademoiselle Marple en s'asseyant. « L'inspecteur voudra sûrement savoir pourquoi vous l'avez cherché sous la pluie plutôt qu'à la lumière du jour. » Il s'assit lentement, se frottant les mains. « Parce que la lumière du jour soulève des questions, mademoiselle Marple, et j'en ai déjà eu trop. » Son ton resta doux. « Les questions, mon cher jeune homme, ne sont dangereuses que lorsqu'on y répond trop rapidement. » Il esquissa un sourire las. C'est une façon très gentille de le dire. Vous avez entendu parler de ma sœur, je suppose? Lydia? Je l'ai rencontrée, dit mademoiselle Marple. Elle a de bonnes intentions, dit-il sans chaleur. Mais elle est fière. Elle a toujours voulu tout contrôler. Quand mon oncle est mort et que mademoiselle Fenn a pris en charge la fiducie, Lydia ne lui a jamais pardonné. Elle trouvait humiliant qu'une étrangère détienne notre héritage. Et vous?
Il baissa les yeux. Je faisais confiance à mademoiselle Fenn. Elle avait connu ma mère. Elle disait que l'argent était un fardeau tant qu'il n'était pas gagné. J'étais d'accord, au début. Mais à l'étranger, les circonstances ont changé. Je lui ai écrit pour lui demander une avance. Elle a refusé. Puis ses lettres ont cessé. Lydia disait qu'elle devenait bizarre. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur le paquet. « Et vous êtes venu ici pour la persuader à nouveau ?» Sa réponse fut trop rapide. « Oui, oui, c'était tout. » Puis, se reprenant, il ajouta « Je ne l'avais pas vue depuis des années. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai appris ce qui s'était passé. Et vous êtes donc allé à l'église ?»« Pour prier, » dit-il rapidement. Puis il hésita. « Et pour trouver quelque chose qu'elle m'avait laissé. Un paquet. Elle avait écrit qu'elle avait l'intention de me l'envoyer le jour de sa mort. » Le sac à tricot de mademoiselle Marple, posé à côté d'elle, émit un léger bruissement lorsqu'elle posa ses mains dessus. « Comme c'est curieux, » dit-elle doucement, « qu'une femme aussi convenable planifie sa propre correspondance après sa mort. » Il croisa son regard et pour la première fois, une lueur de peur, et non de chagrin, passa sur son visage. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça ? Je pense, dit-elle doucement, que les gens agissent souvent par amour et appellent cela le devoir. Et parfois, par devoir, ils accomplissent ce qu'ils appellent plus tard l'amour. Il est difficile, même pour les meilleurs d'entre nous, de savoir lequel est lequel. » Il se leva brusquement. « Je n'ai rien d'autre à dire. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Alors peut-être que le colis le dira pour vous. » Elle le quitta alors, emportant le paquet à la gare. L'inspecteur Crail le reçut avec une satisfaction sinistre. « Vous avez un instinct remarquable, mademoiselle Marple. Si cela contient ce que je pense, nous aurons notre preuve. » « L'instinct n'est que la mémoire affinée par les schémas, » répondit-elle, « et St. Mary Mead offre de nombreux schémas. » Le colis fut ouvert dans le bureau de l'inspecteur, sous sa supervision attentive. À l'intérieur se trouvait un petit livre relié en cuir vert et fermé par un ruban, un autre de cette même soie pâle. Les pages étaient remplies d'une écriture soignée, féminine, régulière. Le journal intime de mademoiselle Fenn. Crail tourna quelques pages. Principalement des réflexions, la vie du village, des notes sur la fiducie, rien d'utile. Puis il s'arrêta. Attendez, cette entrée datait de 3 jours avant sa mort. Geoffrey a encore écrit. Il a désespérément besoin d'argent. Lydia insiste pour que je reste ferme, mais les lettres, les bleus, doivent être détruites avant qu'elle ne le détruise. Mademoiselle Marple se pencha, le regard doux mais déterminé. Détruite ou cachée? La différence, inspecteur, réside dans la place que l'on accorde à sa conscience. Crail fronça les sourcils. Si elle voulait le protéger, pourquoi les avoir conservés? Parce que les sentiments sont la prison la plus forte qui soit, murmura-t-elle. On garde ce qu'on ne devrait pas, en souvenir de ce qu'on aurait dû être. Ils examinèrent pour les pages restantes en silence. Une dernière entrée, le matin de sa mort, disait simplement « Il vient ce soir, je prie pour qu'il me pardonne. » L'inspecteur referma lentement le livre. Il est donc venu. Les yeux de mademoiselle Marple étaient bifixés sur la pluie qui traçait de lents motifs sur la fenêtre. Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un est venu à sa place, croyant pouvoir obtenir le pardon au nom d'un autre. Elle se leva, lissant ses gants. « Vous allez reparler aux ornes, je suppose ?»« Dès l'aube, » répondit Crail. « Faites-le, » dit-elle. « Mais soyez indulgent avec mademoiselle Lydia. Certaines vérités, lorsqu'elles sont trop secouées, se transforment en poussière. » Alors qu'elle sortait dans la nuit, la pluie avait cessé, laissant les pavés glissants et lumineux sous la lumière des réverbères.
Elle s'arrêta au parc où la brume flottait bas, au-dessus de l'herbe. Du presbytère, une lueur vacillait derrière les rideaux tirés. Une silhouette s'agitait sans cesse d'avant en arrière. Le rythme du mouvement était indubitable. Ce n'était pas une prière, mais une déambulation. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit, mais pas ses pensées, car quelque part dans cette maison, la culpabilité avait commencé sa ronde nocturne. Le parc retenait son souffle sous la brume qui s'éclaircissait, tandis que la lumière bougeait sans cesse derrière les rideaux du presbytère. Mademoiselle Marple resta un instant de plus, écoutant le silence qui suit la pluie, puis souleva le loquet de la porte avec un léger clic. Les pas sur le gravier mouillé résonnent plus fort qu'on ne le voudrait. Elle posait les siens avec précaution, comme pour ne pas réveiller une pensée endormie. Arrivée à la porte, elle ne sonna pas tout de suite. Les pas légers continuaient. 4 tours mesurés, une pause, 4 tours mesurés à nouveau. Le métronome d'une conscience triant son livre de cantiques. Quand elle frappa, le rythme s'interrompit. La porte s'ouvrit sur madame Clement, rouge et désolée, sa bonne humeur légèrement troublée par l'inquiétude. « Mademoiselle Marple, quelle gentillesse! Ou peut-être quelle étrangeté! Nous étions sur le point de préparer du chocolat chaud. Entrez, je vous en prie. La paroisse est en ébullition. » Le chocolat chaud, dit doucement mademoiselle Marple, est le premier sacrement des nuits agitées. Dans le salon éclairé par une lampe, Lydia Horne se tenait près de la cheminée, des gants à la main, bien qu'elle ne portât pas de manteau. Son assurance semblait cousue sur elle, point par point, mais le fil tirait un peu au coin. Le vicaire se tenait près de la cheminée, avec une sollicitude pastorale et une impuissance qu'il essayait de baptiser « patience ». « Nous avons reçu la visite de l'inspecteur Creil », commença madame Clement, en se précipitant vers le plateau. « Il a l'intention de voir Geoffrey demain matin. Pauvre garçon, pauvre fille !» Elle hésita, se rappelant qu'il fallait clarifier les choses. « Je veux dire mademoiselle Fenn, bien sûr. » Lydia inclina la tête en signe d'acquiescement sans baisser les yeux. « Si l'inspecteur croit que mon frère est un scélérat, il se trompe. Geoffrey est impulsif, pas méchant. » Mademoiselle Marple retira ses gants humides. L'impulsivité est une porte par laquelle beaucoup de personnes respectables ont pénétré dans des pièces peu recommandables. Le vicaire s'éclaircit la gorge. « Ma chère Jane, puis-je vous appeler Jane ? Il y a un esprit de sévérité qui règne à l'étranger. Nous devons nous souvenir de la charité. » « La charité, dit mademoiselle Marple, est mieux servie par la vérité, vicaire. Les mensonges sont indigestes. » Elle s'installa dans un fauteuil, comme pour écouter la pluie qui continuait de tambouriner sur le rebord de la fenêtre. « Je me demande, mademoiselle Horne, si vous pouvez m'aider pour une petite chose. Le ruban de soie qui lie les livres de la chorale, qui l'achète ?» Le regard de Lydia se posa, non pas sur le meuble à musique, mais sur le panier à couture à côté. « C'est moi, le comte de la paroisse, quand les fonds le permettent. Parfois, j'utilise les miens. De la soie pâle, de faible largeur ? Oui. » Elle leva légèrement le menton. « Une finition soignée encourage un culte soigné. »« Quelle sagesse !» murmura mademoiselle Marple. Une finition soignée est également appréciée dans les colis destinés à paraître innocents. La main du vicaire sursauta et frappa le pare-feu. Des colis ? L'inspecteur Creil a le journal intime de mademoiselle Fenn, dit doucement mademoiselle Marple. Il était relié avec un tel ruban. Il a été trouvé dans un colis qui lui était adressé, laissé près de la porte de la sacristie. Votre sacristain pourrait se demander si l'église a récemment été utilisée comme bureau de poste. Le gant de Lydia se tordit une fois sur lui-même, puis se lissa. N'importe qui peut nouer un ruban. Oh, n'importe qui, acquiesça mademoiselle Marple. Mais tout le monde ne fait pas un nœud marin avec une double finition.
On apprend cela à bord d'un navire ou auprès de quelqu'un qui privilégie la solidité à la beauté. Elle se tourna vers le vicaire. « Savez-vous qui a monté la tente de la fête paroissiale l'été dernier ?» Madame Clément s'illumina. « Monsieur Webb de l'auberge a supervisé les travaux. Il est doué avec les cordes. » « En effet, » dit mademoiselle Marple. Et Geoffrey est rentré à la maison entre deux voyages et a donné un coup de main. Du moins, c'est ce que se vantait le club de cricket. Le sang-froid de Lydia s'effritait. « Vous voulez dire que c'est Geoffrey qui a fait le nœud ?»« Ma chère, je veux simplement dire que le monde est cousu ensemble par des habitudes utiles. Nous devons faire attention aux coutures que nous tirons. » Le cacao arriva, épais et sucré, occupant les mains de tout le monde pendant que les mots se réorganisaient. Mademoiselle Marple but une gorgée. Lydia ne le fit pas. Le vicaire prit une chaise en face. Le chagrin pastoral s'affichait sur ses traits avec la même précision que Lydia appliquait au lys. « Mademoiselle Horn, » dit mademoiselle Marple après un moment. « Vous vous êtes opposée au refus de mademoiselle Fenn de débloquer des fonds. »« Je me suis opposée, » répondit Lydia froidement, à une cruauté inutile déguisée en prudence. « Mon frère en avait besoin. »« Et vous aviez de la fierté, » dit doucement mademoiselle Marple. La fierté déteste particulièrement demander 2 fois. Lydia pinça les lèvres. « Vous parlez comme si l'orgueil était un vice. Dans les petites villes, c'est une barrière. Sans elle, on est dévoré vivant. Il faut choisir, » dit mademoiselle Marple, « ce que l'on préfère garder, la barrière ou le jardin. » Un silence, ni tout à fait confortable, ni tout à fait hostile, s'installa dans la pièce. Le vicaire, qui n'aimait pas les débats qui ne pouvaient être remportés par un sermon, dit doucement « Nous devons tous prier pour que la vérité soit révélée au grand jour. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent sur le tableau des cantiques. « La vérité est comme le matin, vicaire. Elle vient, que nous le voulions ou non. La question est de savoir comment nous nous présentons lorsqu'elle nous voit. » Une cloche retentit dans le hall, le tintement discret de la porte extérieure. Madame Clément sursauta. « À cette heure-ci !» Elle sortit, des voix murmurèrent. Des pas s'approchèrent. Geoffrey Horn se tenait dans l'embrasure de la porte, trempé par la pluie et abattu, le chapeau à la main comme un pénitent qui ne se repentait pas entièrement. « Je suis venu dire, » commença-t-il en regardant sa sœur plutôt que les autres, « que l'inspecteur Crail peut m'interroger quand il le souhaite, je n'ai rien à cacher. » Lydia s'avança rapidement vers lui, puis s'arrêta, se souvenant des convenances. « Geoffrey, tu ne dois pas parler sans... »« Sans quoi ?» dit-il. « Sans permission. Sans protection. On ne peut pas attacher un ruban autour d'un acte et appeler cela le salut. » Mademoiselle Marple les observait avec une douceur qui ne brouillait pas sa vision. « Peut-être, monsieur Horn, pourriez-vous nous dire ce que vous cherchiez dans la sacristie ce soir ?» Il regarda le vicaire, puis le sol. « Une lettre. Mademoiselle Fenn m'avait promis de me la laisser si j'arrivais en retard. Elle n'était pas là. Le paquet contenait son journal intime, » dit mademoiselle Marple. « Pas une lettre. » Il resta immobile. « Alors, elle a changé d'avis. »« Les consciences changent d'avis, » dit mademoiselle Marple. « Surtout quand ils ne sont pas seuls dans la pièce. » Une légère rougeur apparut sur les joues de Lydia. « Vous suggérez que quelqu'un d'autre est venu. »« Je suggère, » dit mademoiselle Marple, « que 2 personnes dont la fierté ne s'incline pas sont facilement manipulées par une troisième qui comprend leur attitude. » Son regard se posa sur le vicaire, bienveillant mais précis. « Vous aviez une répétition de chorale, révérend. L'église était ouverte. Le village connaît vos horaires mieux que vous. » Il tressaillit devant tant de précision. « Vous ne pensez tout de même pas. »« Je n'accuse personne, » répondit-elle. « Je présente les possibilités et j'attends de voir qui rougit. » Madame Clément, soucieuse de changer de sujet, offrit à Geoffrey une tasse qu'il refusa. Dans sa manche humide, un fil brillait.
de la soie pâle. Le regard de mademoiselle Marple s'y posa, puis se détourna, comme par accident. Il vit ce regard et, d'un petit geste désespéré, tira sur le fil lâche. Il tomba sur le tapis comme une promesse abandonnée. « L'inspecteur Crail pense qu'il s'agit d'un suicide, » dit soudain Lydia. « Qu'il garde sa théorie si cela permet de maintenir le calme dans le village. »« Les apparences, » dit mademoiselle Marple, « exigent la paix. La vérité préfère la précision. Le village ne se reposera pas sur un mensonge. Il vacille. » La voix de Geoffrey était basse. « Si c'était un meurtre, c'était une gentillesse qui a mal tourné. Elle voulait me protéger. Elle l'a dit. »« La gentillesse, » dit mademoiselle Marple, « ne devrait jamais nécessiter une porte verrouillée et une tasse lavée. » L'horloge sur la cheminée hésita entre deux tic-tac, puis choisit la minute suivante. La légère pause semblait être une pensée rendue visible. La main de Lydia, qui tenait toujours son gant, se crispa jusqu'à ce que le cuir craque. Le vicaire regardait le feu comme si le fait de le regarder avec tristesse pouvait tenir l'enfer à distance. « Mademoiselle Horn, » dit mademoiselle Marple, à peine plus fort que le murmure des braises. « Mardi, vous avez apporté des feuilles de cantique à mademoiselle Fenn. Mercredi, vous avez rédigé les notes du comité à l'encre bleue. Ce soir, il manque dans votre panier à couture une bobine de soie pâle qui s'y trouvait hier. Dites-moi, préférez-vous la clôture ou le jardin ?» Lydia leva enfin les yeux. Sous son armure, quelque chose bougea, pas une confession, pas encore, mais la fatigue d'avoir maintenu une posture trop longtemps. « Vous êtes très cruelle, mademoiselle Marple, » dit-elle d'un ton calme. « Mais après tout, la cruauté est peut-être un autre nom pour la précision. » Le sourire de mademoiselle Marple ne trahissait aucune satisfaction. « C'est un autre nom pour le timing. » Elle se leva et ramassa ses gants. « Demain matin, je demanderai au sacristain une clé qui ne devrait jamais quitter l'église. Les clés, comme les sermons, prennent vie lorsqu'elles sont laissées sans surveillance. » Geoffrey leva brusquement les yeux. « Une clé ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « La sacristie garde ses secrets, mais une serrure qui a été tournée 2 fois en dit plus long que n'importe quel paroissien. » Le vicaire déglutit. « 2 fois ? Ah !» dit mademoiselle Marple doucement, comme si elle se parlait à elle-même. « Donc cela a été remarqué. » La pluie recommença à tomber, plus faiblement, comme un secret qui se répète. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte et, dans le passage étroit, effleura par hasard les manteaux suspendus. Sur une manche, une petite étoile de poudre blanche était accrochée à l'endroit où le poignet touchait le rebord de la fenêtre, comme si quelqu'un avait posé sa main près d'un flacon de comprimé en tirant le rideau. Elle ne dit rien. Il est cruel de révéler une vérité avant qu'elle ne se soit dévoilée. La fine couche de poudre blanche sur la manche semblait presque innocente dans la pénombre, mais les yeux de mademoiselle Marple l'avaient examinée avec une précision tranquille. Alors qu'elle retournait dans la nuit, l'odeur de la pluie se mêlait à la douceur légère du lilas, et le silence de Sainte Mary Mead semblait se refermer sur lui-même, comme si le village retenait lui aussi son souffle. La porte du presbytère se referma derrière elle, avec une douce finalité. Elle resta un instant sur le chemin, son parapluie à moitié ouvert, ses pensées tournant en petits cercles délibérés. Il y avait des comprimés dans la maison de mademoiselle Fenn, de la digitaline prescrite par le médecin, et il y avait eu la même légère trace blanche sur le bord du miroir de la coiffeuse, là où se trouvait autrefois le flacon. Pourtant, ce n'était pas la couleur qui la troublait, c'était son emplacement. Les rideaux, les tasses, les rubans, toutes les marques de mains soigneuses, trop habituées à l'ordre. Au bout de la ruelle, une lanterne se déplaçait, vacillant dans la brume. La voix de l'inspecteur Crail se fit entendre doucement à travers la bruine. « Mademoiselle Marple, je pensais que vous seriez encore à l'étranger.
J'ai des nouvelles qui ne peuvent attendre demain matin. » Elle ferma son parapluie et se retourna. « Les nouvelles sont comme le lait, inspecteur. Elles sont meilleures fraîches, mais elles peuvent cailler si on les transporte trop vite. » Il sourit malgré lui et se mit à marcher à ses côtés. « La clé du sacristain, dit-il. Vous avez bien fait de la demander. Elle avait disparu hier soir, mais elle a été retrouvée tôt ce matin. Elle était dans la boîte aux lettres du presbytère. »« Quelle attention, dit mademoiselle Marple. Le repentir s'exprime souvent avant l'aube. » Quell lui lança un regard perçant. « Vous pensez que quelqu'un dans cette maison ? » ?»« Je pense, dit-elle doucement, que quelqu'un voulait que l'église ait l'air intacte. Les apparences, voyez-vous, sont les paroissiens les plus dévoués. » Ils continuèrent à marcher, leurs pas étouffés par la terre humide. L'inspecteur portait un petit paquet en papier sous le bras. « Nous avons également trouvé ceci parmi les effets de mademoiselle Fenn, caché sous une planche mal fixée. Encore des lettres bleues, mais cette fois, il y en a une seule avec une signature. » Il ouvrit l'emballage à la lueur de la lanterne. L'écriture était inclinée avec assurance sur la page, reconnaissable même dans la lumière vacillante. « Lydia Horne, » dit-il doucement. « Mais ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est affectueux. Ça commence par « Ma chère Adélaïde ». Elle remercie mademoiselle Fenn d'avoir protégé Geoffrey. Elle promet que la dette sera remboursée à son retour de la mer. Elle est datée d'il y a 6 mois. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, non pas par surprise, mais par reconnaissance. L'affection, comme la broderie, recouvre de nombreux points irréguliers. Elle a écrit pour se convaincre qu'elle était gentille. Quell fronça les sourcils. Et plus tard, elle l'a empoisonné ? Pas nécessairement. La culpabilité, inspecteur, change de forme. Quand on craint d'être découvert, la gentillesse devient le déguisement le plus dangereux qui soit. Ils arrivèrent au coin où les ruelles se séparaient. L'inspecteur hésita. « Nous les interrogerons à nouveau demain matin. Peut-être séparément. »« Je pense que séparément, c'est toujours mieux, » dit mademoiselle Marple. « Même les familles disent plus facilement la vérité quand elles croient être les seules à mentir. » Il acquiesça, souleva son chapeau et continua vers la gare. Mademoiselle Marple resta un instant sous la pluie fine, regardant sa lanterne disparaître. Puis elle retourna vers son cottage. À l'intérieur, l'air semblait trop calme, comme si ces petites pièces avaient écouté en son absence. Elle ralluma le feu et sortit de sa poche le fragment d'enveloppe bleue qu'elle avait trouvé dans la haie quelques jours auparavant. À la lumière de la lampe, elle le posa à côté du ruban du journal intime qu'elle avait discrètement conservé. Elle remarqua que les deux dégageaient un léger parfum de violette, le même parfum que Lydia portait à l'église. C'était peut-être un détail insignifiant, mais mademoiselle Marple accordait du crédit aux petits détails. Elle avait appris depuis longtemps que les grandes vérités préféraient se cacher derrière eux. Elle s'assit, les mains jointes, laissant ses souvenirs retracer le schéma. Lydia Horne, efficace, admirée, accablée par les convenances. Geoffrey, impulsif, dépendant, en quête désespérée de dignité. Mademoiselle Fenn, solitaire, morale, et soudainement morte. Entre eux, le fil de l'argent et la ligne douce et soyeuse de la respectabilité. Les gens des villages ne tuaient pas par cupidité. Ils tuaient pour leur réputation, qui est une forme raffinée de cupidité. L'horloge indiquait 11 heures. Mademoiselle Marple se leva, rangea le ruban dans son panier à ouvrage et passa son châle sur ses épaules. La pluie avait cessé, mais l'air était chargé de l'odeur de la terre retournée. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. De l'autre côté de la pelouse, la lumière brillait encore dans le bureau du presbytère. Elle distinguait 2 silhouettes. Le vicaire assis, la tête baissée, et Lydia debout derrière lui, une main sur son épaule. Pour le réconforter peut-être, ou pour le contrôler.
À l'aube, l'inspecteur retourna au presbytère. Mademoiselle Marple se joignit à lui sur invitation plutôt que sur convocation. La politesse avait depuis longtemps cédé la place au pragmatisme. Lydia les accueillit dans le salon, les yeux ombragés, mais la posture impeccable. « Je suppose que cela concerne Geoffrey, » dit-elle froidement. « Il est parti pour Londres par le train tôt ce matin. Il avait besoin d'air. »« En effet, » dit Creil, « et il vous a laissé ici avec une atmosphère plutôt pesante à respirer. » Elle ne répondit pas. Ses mains reposaient sur le bord de la table, les doigts immobiles. « Nous avons retrouvé d'autres lettres, » poursuivit l'inspecteur. « Des lettres que vous avez envoyées à Mademoiselle Fenn. Vous y exprimiez chaleureusement votre gratitude. Vous y mentionniez également un remboursement. Lorsque la fiducie sera libérée. Une lueur d'agacement, pas de peur. Naturellement, elle détenait de l'argent qui nous appartenait. Il était de mon devoir de m'assurer qu'il revienne à son propriétaire. Par la persuasion, demanda mademoiselle Marple, ou par quelque chose de plus fort? Le sang-froid de Lydia se fissura légèrement. Si vous avez l'intention de m'insulter, mademoiselle Marple, vous devriez vous rappeler que j'ai enduré les commérages de ce village pendant des années. Je ne supporterai pas les vôtres. La voix de mademoiselle Marple resta douce. Je ne fais jamais de commérages, ma chère. Je me contente d'écouter quand les autres en font. Vous avez dit à mademoiselle Fenn qu'elle devait aider Geoffrey. Vous l'avez suppliée, et lorsqu'elle a refusé, vous avez décidé qu'elle était devenue cruelle. Les gens justifient si facilement le mal lorsqu'ils commencent par l'appeler gentillesse. Les yeux de Lydia s'embrasèrent. Vous pensez que je... La porte s'ouvrit. Le vicaire entra, pâle et abattu. « Inspecteur, dit-il doucement, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il sortit de sa poche un petit flacon en verre. « J'ai trouvé ceci dans le panier à couture de ma femme ce matin. Il est étiqueté « teinture de digitaline ». Elle m'a dit que c'était un reste de la maladie de sa mère, mais cela correspond à la marque de la pharmacie sur la bouteille de mademoiselle Fenn. Madame Clement apparut derrière lui, bouleversée mais résolue. Je l'ai gardé pour les palpitations cardiaques. Il y a des années. J'avais oublié qu'il était là. Creil la prit et examina l'étiquette. Inutilisée depuis des années, dites-vous? Elle est presque vide, dit doucement mademoiselle Marple. Il en faut si peu pour paraître respectable, n'est-ce pas? Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Lydia se tourna vers madame Clement, le choc atténuant momentanément sa fierté. « Vous » murmura-t-elle. « Mais pourquoi ?» La voix de madame Clement tremblait. « Je ne voulais pas, je voulais seulement lui faire peur. Elle menaçait de révéler quelque chose, une affaire privée qu'elle avait entendue en confession, alors qu'elle n'avait pas le droit de la répéter. Je pensais que si elle était malade, elle n'aurait plus le souffle pour colporter des ragots. Je n'aurais jamais imaginé. » Le stylo de l'inspecteur griffonnait faiblement sur son bloc-notes. Mademoiselle Marple ferma les yeux, non par surprise, mais par tristesse. « Ah, oui, » dit-elle doucement. La douce cruauté des bonnes intentions. Cela explique la poudre sur le rideau et la clé. Une dame qui se rend à l'église après la tombée de la nuit pour s'assurer que l'histoire reste sacrée. Le vicaire s'effondra dans un fauteuil, sa foi momentanément humaine. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Mademoiselle Marple regarda vers la fenêtre, où la lumière filtrait entre les rideaux. « Il est miséricordieux, révérend. Nous autres devons nous contenter d'être simplement précis. » Personne ne parla pendant un long moment. La bouilloire sur la cheminée se mit à siffler doucement, absurdement domestique, comme si le matin insistait pour continuer ses tâches. Dehors, les premiers rayons du soleil percèrent à la brume, transformant les toits humides de St. Mary Mead en miroirs tremblants. Mademoiselle Marple se leva, les yeux fixés sur la silhouette immobile de Lydia,
sur le fil rompu qui reliait la pitié à la culpabilité. « Ce ne sera pas simple, » dit-elle doucement, « mais rien de ce qui concerne le cœur humain ne l'est jamais. » La lumière du soleil qui se reflétait sur St. Mary Mead semblait indécemment brillante, comme si les toits du village devaient s'incliner en signe de deuil pour leurs propres illusions. Dans le salon du presbytère, où l'odeur du cacao renversé persistait faiblement sous l'odeur plus forte de la peur, Mademoiselle Marple resta debout. Elle ne s'était pas rassise après sa phrase prononcée calmement, et son immobilité rendait les autres agités en comparaison, comme des personnages d'un tableau qui savaient qu'il allait bientôt se dissoudre. L'inspecteur Crail referma son carnet. « Nous allons prendre votre déposition officielle, Madame Clement. Je vous conseille de vous reposer d'abord. » Son ton était pragmatique, mais ses yeux trahissaient son malaise. Un empoisonnement, même involontaire, ne sera pas jugé avec indulgence. Madame Clement serra les mains, la voix tremblante, comme pour se défendre. Je ne voulais pas la tuer. Je voulais seulement la rendre malade. Elle m'effrayait. Elle disait qu'elle savait des choses sur Geoffrey et Lydia, et que si je me souciais vraiment de l'Église, je devais moi-même avertir l'inspecteur. Ce n'était que des ragots. J'ai pensé qu'une petite frayeur la ferait taire. L'expression de Mademoiselle Marple resta impassible. Une petite frayeur, c'est comme un petit feu, ma chère. Elle ne fait que sembler rester là où on l'a allumée. Le vicaire s'enfonça davantage dans son fauteuil, le visage caché dans ses mains. Elle a agi par charité, à sa manière. Elle s'est trompée, mais elle n'était pas malveillante. Non, dit doucement Mademoiselle Marple, pas malveillante, simplement humaine. Dehors, un oiseau chantait dans la haie, d'une voix aiguë et insistante, comme pour se moquer de l'atmosphère pesante qui régnait à l'intérieur. Le son jurait avec le silence. L'inspecteur Crail s'éclaircit la gorge. Vous comprenez que cela ne clôt pas l'affaire. Si l'acte était délibéré, l'accusation pourrait encore être grave. Les épaules de Madame Clement tremblèrent. « Si vous m'emmenez, murmura-t-elle, que deviendra la paroisse? Que deviendra-t-il » La voix de Mademoiselle Marple était étonnamment douce. La paroisse colportera des ragots, puis oubliera. Mais l'oubli est aussi une forme de miséricorde. Lydia Horne se tenait immobile près de la cheminée, son visage pâle encadré par les lys qu'elle avait disposés 2 jours plus tôt et dont les pétales commençaient déjà à se faner. « Vous voyez, dit-elle doucement, il y a toujours quelqu'un d'assez respectable pour commettre un acte répréhensible, à condition que ce soit fait poliment. » Crail se tourna vers elle. « Et vous, ma mademoiselle Horne, allez-vous faire une déclaration ?» Son regard se posa sur la fenêtre. « Que voulez-vous que j'avoue, inspecteur ? Que je méprisais Adelaide Fenn parce qu'elle se dressait entre nous et l'argent qui nous revenait. Que je souhaitais son humiliation. Chaque âme de ce village a imaginé la mort au moins une fois, généralement celle de quelqu'un d'autre. » Mademoiselle Marple souleva son sac à tricot comme si elle s'apprêtait à partir. « Souhaiter du mal à quelqu'un, ma chère, n'est pas la même chose que le provoquer. La loi fait la distinction entre les deux, même si la conscience le fait rarement. » L'inspecteur acquiesça, mal à l'aise. « Vous êtes libre de partir pour l'instant, mademoiselle Horne, mais je vous conseille de rester dans le village. »« Je n'ai nulle part où aller, » répondit-elle simplement, et l'ironie dans sa voix ne fut perdue pour personne. Lorsque Crail partit avec Madame Clement sous escorte silencieuse, le silence qui régnait avait une résonance creuse, comme une église vidée de ses fidèles, mais où résonnaient encore des prières tacites. Le vicaire se leva lentement. « Sera-t-elle pendue ?» demanda-t-il d'une voix morne. Mademoiselle Marple le regarda par-dessus ses lunettes. « J'en doute. La société pend rarement ceux qui voulaient être gentils. » Il eut un petit rire amer. « Vous donnez à cela un ton presque biblique. »
Simplement domestique, dit-elle. Les péchés du salon sont aussi puissants que ceux du champ de bataille. Ils portent simplement de meilleurs vêtements. Dehors, les nuages s'étaient éclaircis, laissant une lumière dorée pâle traverser le cimetière. Lydia suivit mademoiselle Marple jusqu'à la porte, sans parler jusqu'à ce qu'elles atteignent le chemin de gravier. « Elle ne survivra jamais à cette honte, » dit Lydia. Elle n'était déjà pas très forte avant cela. « La disgrâce, » observa mademoiselle Marple, « n'est que des ragots sans compassion. Le village inventera bientôt la pitié, comme il le fait toujours. » Elles marchèrent en silence le long du muret de pierre où des violettes poussaient dans les fissures. Lydia s'arrêta, la voix plus calme. « Vous me trouvez méchante. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, juste effrayée. La fierté se cache souvent derrière ce nom. Dites-moi, saviez-vous que Madame Clement avait prévu de vous donner ce petit avertissement ?» Lydia hésita. Elle me l'a dit après coup. Elle était hystérique. Elle disait que Mademoiselle Fenn pourrait mourir. Je lui ai dit que non. Elle a dit qu'elle n'avait utilisé qu'une goutte. « Ah !» dit Mademoiselle Marple doucement. « Les gens mesurent rarement les gouttes. Et elle comptait sur votre silence, j'imagine. » Les yeux de Lydia s'assombrirent. Je lui devais bien ça. Elle nous a protégés pendant des années. Le presbytère, l'église, toute cette misérable illusion de décence. Sans elle, la moitié du village aurait sombré dans le scandale depuis longtemps. En effet, murmura mademoiselle Marple, l'échafaudage de la vertu doit rester debout, même s'il grince. Lydia se retourna brusquement. Vous nous jugez tous ? Au contraire, dit gentiment mademoiselle Marple. Je vous comprends tous, ce qui est bien pire. Elles arrivèrent au carrefour où leurs chemins se séparaient. L'expression de Lydia changea, presque suppliante. Si elle meurt de honte, si les ragots la ruinent, cela satisfera-t-il votre vérité ? La vérité ne demande pas à être satisfaite, ma chère, dit doucement mademoiselle Marple. Elle continue simplement. Ce soir-là, le soleil descendait lentement au-dessus des cottages, dorant leurs cheminées comme des bougies à l'heure des vêpres. Mademoiselle Marple était de nouveau assise à son bureau, une tasse de thé refroidissant à côté de la lettre non ouverte qu'elle avait reçue du bureau de l'inspecteur Crail. L'enveloppe portait son écriture ferme et les soulignements soignés d'un homme qui n'aimait pas l'incertitude. Elle brisa le sceau, déplia le papier et lut en silence. Madame Clement a tout avoué. L'acte était délibéré, même si elle insiste sur le fait qu'elle avait seulement l'intention d'affaiblir mademoiselle Fenn. L'enquête du coroner aura lieu mardi prochain. Lydia Horn ne sera pas inculpée, mais son frère fait l'objet d'une enquête financière. Il reste cependant une incohérence concernant le journal intime. Des empreintes digitales, autres que celles de mademoiselle Fenn, et des Horn ont été trouvées sur la couverture. Cordialement, A. Crail. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les incohérences, comme les mauvaises herbes, étaient la preuve que la vie continuait. Elle prit son tricot, mais ses mains restèrent immobiles au-dessus de la laine. De l'autre côté de la pelouse, elle pouvait juste apercevoir le clocher de l'église qui captait les derniers rayons du soleil. Il semblait étrangement immaculé, après tant de tromperies, tel un monument témoignant de la façon dont la foi et la folie partageaient le même échafaudage. Le faible son de la cloche flottait à travers sa fenêtre ouverte, plus doux qu'un souffle. Puis, tout à coup, un autre son suivit, un coup à sa porte, discret mais urgent. Lorsqu'elle l'ouvrit, le sacristain se tenait là, chapeau à la main, le visage pâle comme du plâtre. « Excusez-moi, mademoiselle Marple, » balbutia-t-il. « On m'envoie. C'est mademoiselle Horn. Elle est partie. Elle a pris le dernier bus pour la ville voisine, pense-t-il, mais elle vous a laissé un mot. » Il lui tendit une petite enveloppe, sur laquelle était écrit une écriture soignée, angulaire, indéniablement féminine.
Mademoiselle Marple la prit avec un calme qui tenait moins de la surprise que de l'inévitabilité. Elle referma doucement la porte derrière elle et s'assit à nouveau à la lumière de la lampe. La lettre à l'intérieur était brève. « Mademoiselle Marple, vous aviez raison. L'orgueil n'est que de la peur bien élevée. Je ne peux plus vivre avec. Dites à Geoffrey d'être gentil quand il se souviendra de moi. L.H. » La lumière de la lampe vacilla comme si elle était agitée par un souffle d'air infime. Mademoiselle Marple plia soigneusement la note, le visage serein mais assombri par la mélancolie. Dehors, la première étoile apparut au-dessus de la flèche, tremblant comme une vérité qui refusait de se reposer. La lettre reposait pliée sur les genoux de Mademoiselle Marple, telle une petite confession déguisée en courtoisie. Le papier dégageait un léger parfum de violette, bien que la douceur se soit estompée avec le temps, et l'encre avait légèrement bavé au niveau de la signature, comme si elle avait été écrite d'une main tremblante. Elle était assise, immobile, la lumière de la lampe dessinant un cercle pâle autour d'elle, tandis que le reste de la pièce restait dans l'ombre, silencieux à l'exception du tic-tac faible de l'horloge. Elle se rendit compte, et ce n'était pas la première fois, que la vérité arrivait toujours dans des enveloppes, parfois scellées, parfois ouvertes trop tard. Le coup qui suivit retentit à peine une minute plus tard, vif mais incertain. L'inspecteur Crail entra, chapeau à la main, le visage marqué par de longues heures de travail et le manque de sommeil. Il la regarda comme si elle faisait partie intégrante du mystère lui-même, inévitable et légèrement réprobatrice. « Elle est partie », dit-il simplement. « Je sais », répondit Mademoiselle Marple. « Elle a laissé un mot. C'est ce qu'ils font généralement. » Il expira. Le chauffeur de bus confirme qu'elle a pris le dernier car pour Brackminster. Après cela, plus rien. J'ai prévenu la police locale. Elle est peut-être avec son frère. Elle est peut-être aussi avec elle-même, dit Mademoiselle Marple doucement, ce qui est beaucoup plus difficile à trouver. Crail se frotta l'arête du nez. « Vous ne vous lassez jamais d'avoir raison, Mademoiselle Marple. »« Oh, constamment, » dit-elle. Mais la vérité est terriblement insistante. Elle vient, qu'on l'invite ou non. Il prit place en face d'elle, son manteau encore humide de rosée. L'affaire ne se terminera pas en douceur, vous savez. Les aveux de Madame Clement compliquent tout. Le coroner pourrait qualifier cela d'homicide involontaire. Ou, enfin, le jury verra le nom du presbytère avant de voir le mobile. « Ah !» murmura-t-elle. « Cela a toujours été le petit problème de St. Mary Mead. Nous pardonnons plus facilement les péchés que l'embarras. » Crail eut un sourire las. « Vous me rendez presque désolé pour eux. Ils n'ont pas besoin de votre pitié, dit Mademoiselle Marple. Seulement de votre précision. » Elle se leva, se dirigea vers son bureau et lui tendit la lettre de Lydia. « Vous feriez mieux d'avoir ça. Elle explique moins qu'elle ne le voudrait, ce qui est toujours d'un cas avec la conscience. » Il la lut rapidement, puis la plia. « Elle a donc perdu courage. »« Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Elle a perdu ses illusions. C'est différent. Le courage meurt en silence. Les illusions font du bruit lorsqu'elles s'effondrent. » Il se leva, empochant la lettre. « Si on la retrouve, que se passera-t-il? Une déposition? Une arrestation? »« Je pense, dit-elle, vous la trouverez bien avant qu'elle ne parle. Les Horn sont une famille qui vit d'apparence. Même leurs disparitions sont polies. » L'inspecteur hésita à la porte. « Vous savez, cela fait 20 ans que je travaille sur des affaires et je n'en ai jamais vu une qui se termine de manière aussi civilisée. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « C'est parce que la cruauté à St. Mary Mead n'est jamais vulgaire, inspecteur. Elle est servie avec le thé. » Après son départ, la pièce sembla respirer à nouveau. Elle s'assit une fois de plus près du feu, le reflet des flammes dansant dans ses lunettes. L'horloge sonna minuit.
Elle pensa à Lydia, quelque part sur une route sombre ou dans une auberge tranquille, le parfum des violettes encore accroché à son écharpe, et à Geoffrey, qui se réveillerait demain pour découvrir que sa sœur avait disparu et que son nom était murmuré avec pitié plutôt qu'avec respect. Le matin apporta la clarté, comme le font tous les matins. Le brouillard se leva, le sifflet du facteur retentit à nouveau et les commérages reprirent leurs fonctions civiques. À 10 heures, le comptoir de l'épicier était en effervescence. Lydia avait avoué, Geoffrey s'était enfui à l'étranger, le presbytère allait être vendu. Mademoiselle Marple écouta juste assez longtemps pour comprendre que rien de tout cela n'était vrai. Les rumeurs, songea-t-elle, sont une répétition de la vérité. Jamais tout à fait exacte, mais toujours en costume. Elle rencontra l'inspecteur Krell à la porte du cimetière, où la rosée s'accrochait à l'herbe comme des perles de verre. Il semblait moins fatigué, mais pas plus satisfait. « Ils l'ont trouvé », dit-il sans préambule. « À la gare de Brackminster, tôt ce matin. Elle avait pris une chambre à l'auberge. Ils ont envoyé un médecin, somnifère, forte dose. Elle est en vie, mais à peine. » Miss Marple serra son châle dans ses mains. « Oh, pauvre enfant stupide !» Il acquiesça d'un air sombre. Elle a laissé une deuxième lettre, adressée à son frère. Elle disait qu'elle ne pouvait supporter la honte de voir son nom dans la presse. Elle disait que le pardon de Mademoiselle Fenn arrivait trop tard pour les vivants. Le pardon, dit doucement Miss Marple, n'appartenait pas à Mademoiselle Fenn. Les morts ne peuvent pardonner. Ils attendent seulement d'être compris. Ils marchèrent quelques pas en silence. La cloche du clocher de l'église sonna une seule fois. Pas tout à fait une heure. Pas tout à fait un avertissement. La voix de Crail s'abaissa. « Si Madame Clement survit à l'enquête, je demanderai la clémence. Vous m'avez fait comprendre qu'elle n'est pas la méchante dans cette histoire. »« Non, » dit Mademoiselle Marple. « Les méchants sont rarement ceux qui agissent. Ce sont ceux qui laissent les autres agir à leur place. » Elle n'était que le dernier maillon d'une chaîne très respectable. Il lui jeta un regard en coin. « Vous croyez vraiment que Mademoiselle Horn n'avait pas de mauvaises intentions ? » « Je crois qu'elle le croyait, » répondit Mademoiselle Marple. « Ce qui est plus dangereux que l'intention. Une personne morale qui commet un acte immoral est comme une bougie tombée dans un banc d'église. La flamme semble vertueuse jusqu'à ce qu'elle atteigne le bois. » L'inspecteur eut un petit rire. « Vous auriez dû être magistrate. »« Oh non, » dit-elle avec un petit sourire. « Je préfère les jardins. Le désherbage et la justice sont très similaires, sauf que cette dernière résiste aux fins bien ordonnées. » Plus tard dans la journée, elle se rendit au cottage de Mademoiselle Fenn, désormais scellé et vide, les rideaux à nouveau tirés par les autorités. À travers la fenêtre, des grains de poussière dansaient dans la lumière du soleil, tels les vestiges d'une vie autrefois ordonnée, aujourd'hui démantelée. Sur la petite table se trouvait toujours la tasse de thé, sa jumelle ayant depuis longtemps été nettoyée pour servir de preuve, et à côté, un petit vase contenant des lilas fanés. Mademoiselle Marple l'observa en silence, puis se détourna. L'après-midi s'écoula dans une sérénité trompeuse. Le soir venu, les fenêtres du presbytère brillaient à nouveau, comme si rien n'avait jamais troublé leur calme sacré. L'illusion de respectabilité avait repris ses droits. St. Mary Mead, pensa-t-elle, était comme un étang après un jet de pierre. Des ondulations s'élargissaient, s'estompaient, jusqu'à ce que la surface retrouve sa perfection. Mais certaines pierres coulent trop profondément pour être visibles. Quand elle arriva à la porte de son jardin, une silhouette l'attendait, Geoffrey Horn, chapeau à la main, le visage tiré mais plus serein qu'auparavant. « Ils m'ont parlé de Lydia », dit-il d'une voix rauque. « Les médecins pensent qu'elle va s'en sortir. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir. »« Réjouissez-vous, » dit doucement Mademoiselle Marple. La culpabilité est moins lourde quand elle est partagée. Il hésita. « Vous croyez qu'elle voulait me protéger, n'est-ce pas »
Je crois qu'elle voulait protéger l'image qu'elle avait de vous, dit mademoiselle Marple. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une forme d'amour. Il regarda derrière elle, vers le clocher de l'église qui brillait pâle dans le crépuscule. Je resterai jusqu'à ce qu'elle aille mieux, dit-il. Ensuite, je retournerai en mer. Les gens en mer comprennent un mieux le silence. Mademoiselle Marple acquiesça. Et le silence, monsieur Horn, est un excellent remède contre l'apitoiement sur soi-même, mais un piètre remède contre la solitude. Il esquissa un sourire, s'inclina légèrement et la quitta là, au milieu du parfum des roses humides. Elle le regarda s'éloigner jusqu'à ce que le chemin disparaisse de sa vue, puis se tourna vers son cottage, la lumière du soir se posant sur le toit de chaume comme une paix fragile. À l'intérieur, elle alluma la lampe et s'assit à nouveau à côté de la tasse de thé vide du petit déjeuner. La vapeur s'était dissipée depuis longtemps, ne laissant qu'un léger cercle sur la soucoupe. Elle le suivit distraitement du doigt. Des cercles, pensa-t-elle. Tout revenait à son point de départ. L'apparence, la respectabilité, le remords. Le schéma se répétait jusqu'à ce que quelqu'un le voie tel qu'il était et l'appelle vérité. Dehors, la nuit s'installait, douce et patiente. Mademoiselle Marple ferma les yeux un instant, comme pour écouter quelque chose que seul le village pouvait dire. Un soupir sous ses toits silencieux, l'écho de son propre pardon. Quand elle les rouvrit, l'horloge avait commencé sa nouvelle heure. Son pendule régulier et serein, marquant le rythme d'un monde qui, malgré ses défauts, continuait à tenir le temps. Le pendule de l'horloge se balançait dans un arc lent et délibéré, traçant le rythme régulier d'un monde qui n'avait pas vraiment changé. Le petit bruit se propageait dans le salon de mademoiselle Marple, se mêlant au léger bruissement de son tricot et au soupir du vent sous les avantois de chaume. Au-delà de sa fenêtre, St. Mary Mead était à nouveau sereine. Les rideaux tirés, les lampes éteintes et le bourdonnement des commérages, remplacés par le murmure plus doux du soulagement qui suit toujours un scandale soigneusement contenu. Pourtant, elle savait que la paix ici n'était jamais plus qu'un costume porté entre deux représentations. On frappa à sa porte, d'un rythme poli, presque répété. L'inspecteur Crail entra, chapeau à la main, l'air plus grave qu'auparavant. Son manteau, débarrassé de l'humidité du matin, portait un léger parfum de tabac et de fatigue. Il regarda autour de lui la pièce bien rangée, comme s'il cherchait à se réfugier loin de ses propres conclusions. « Elle est réveillée, » dit-il doucement. « Mademoiselle Horn, les médecins disent qu'elle va se rétablir. Elle a demandé à vous voir. » Mademoiselle Marple posa son tricot et acquiesça d'un petit signe de tête. Les gens qui ont marché jusqu'au bord du précipice souhaitent généralement avoir de la compagnie pour revenir. La bouche de Crail esquissa un sourire. « Vous avez une expression pour chaque péché, mademoiselle Marple. »« Pour chaque repentir, inspecteur, » corrigea-t-elle doucement. « Les péchés sont bien trop courants pour être poétiques. » Ils marchèrent ensemble dans la ruelle menant au cottage que le médecin avait prêté à Lydia pour sa convalescence. Le soleil matinal était revenu, avec une luminosité inappropriée, faisant même scintiller les pierres du cimetière. Les villageois respectables qui les croisaient leur adressaient des salutations réservées, trop chaleureuses pour être innocentes, trop prudentes pour être curieuses. À l'intérieur, Lydia était assise, appuyée contre des oreillers moelleux, le visage pâle, mais les yeux vifs. Un châle était posé sur ses épaules et ses mains reposaient sur la couverture pliée, immobile, comme si elle avait appris que le mouvement pouvait trop en trahir. « Vous êtes venu, » dit-elle d'une voix faible mais posée. « Je m'en doutais. » Mademoiselle Marple s'assit près du lit. « On rend toujours visite aux vivants, » dit-elle doucement. Les morts ont déjà entendu ce qu'ils voulaient entendre.
Lydia esquissa un faible sourire. Ils m'ont dit que Madame Clement ne serait pas jugée. Aliénation mentale temporaire. L'influence du vicaire, sans doute. L'influence, dit mademoiselle Marple, est souvent un mot que nous utilisons pour exprimer notre gratitude envers quelqu'un qui nous guide. Elle sera prise en pitié, poursuivit Lydia. Le village n'aime rien tant qu'un pêcheur respectable. Son regard se porta sur l'inspecteur. Et moi, inspecteur, serais-je pardonné parce que j'ai échoué? Le ton de Crail était mesuré. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Votre mot vous a innocenté de toute intention. La loi a pour habitude de récompenser le désespoir par la clémence. Les yeux de mademoiselle Marple, posés sur le visage de Lydia, ne reflétaient ni jugement ni sympathie, seulement de la compréhension. Et pourtant, ma chère, il y a une chose que vous pourriez encore clarifier, ne serait-ce que pour votre propre tranquillité. Le journal intime de mademoiselle Fenn. Il ne mentionnait pas votre visite le soir de sa mort, bien que vous ayez été vu près de son portail. Les doigts de Lydia se crispèrent sur son châle. Je suis seulement allé lui rendre sa clé. Elle l'avait laissée chez le vicaire pour plus de sécurité. Je voulais la glisser dans sa boîte aux lettres, mais le loquet a cédé. J'ai pensé qu'elle s'était peut-être évanouie, car sa lampe était allumée. Je l'ai trouvée assise là. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas bougé. « Et vous n'avez rien touché ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « J'ai redressé la tasse de thé, » murmura Lydia. Elle était renversée. Je ne savais pas alors ce que cela signifiait. Crail se pencha en avant. « Vous êtes certaine de ne pas avoir replacé la tasse ?» J'ai trouvé indécent de la laisser renverser à côté d'elle, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Elle avait toujours été si soignée. Cela me semblait gentil. Mademoiselle Marple soupira presque imperceptiblement. Encore la gentillesse. Elle laisse des empreintes partout. L'inspecteur fronça les sourcils. Alors qui a lavé la deuxième tasse? Nous l'avons trouvée propre sur l'étagère. Le regard de mademoiselle Marple se tourna vers la fenêtre, où la lumière du soleil tremblait à travers le rideau blanc. Cela, dit-elle doucement, a été fait par mademoiselle Fenn elle-même. Elle attendait un visiteur qui n'est jamais venu et avait préparé 2 tasses en conséquence. Lorsque le moment est passé et que son courage a failli, elle en a lavé une, laissant la scène suggérer ce qu'elle ne devait pas suggérer. Un geste de diversion aussi délibéré que tragique. Lydia leva brusquement les yeux. « Vous voulez dire qu'elle… » Mademoiselle Marple acquiesça. Elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. L'intervention de Madame Clement n'a fait qu'accélérer ce qui était déjà commencé. La lettre qu'elle a laissée, non signée, était son dernier acte de confession, même si elle souhaitait qu'elle apparaisse comme une accusation. La solitude est une dramaturge habile, mademoiselle Horn. Elle organise ses sorties avec brio. L'inspecteur se rassit, silencieux. Lydia ouvrit la bouche, incrédule. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle… Parce qu'elle était fatiguée, répondit doucement mademoiselle Marple. Fatiguée de garder les secrets qui appartenaient à d'autres. Elle savait pour la dette de Geoffrey, vos lettres, la pression que vous exerciez tous les deux sur elle pour obtenir l'argent de la fiducie. Elle voyait vos bonnes intentions, mais pas les résultats positifs qu'elle produisait. Et elle craignait que son refus ait déjà brisé quelque chose qu'elle appelait autrefois la décence. À sa manière, elle espérait que la mort pourrait la restaurer. Un silence s'ensuivit, ténu, fragile, comme si le moindre bruit pouvait briser le peu de fierté qui lui restait. Lydia tourna le visage vers le mur. Alors elle est morte pour préserver sa respectabilité, après tout. Comme nous tous, Mademoiselle Marple tendit la main et lui toucha légèrement la main. Non, ma chère. Vous êtes en vie, ce qui est bien moins respectable et bien plus difficile. Faites-en quelque chose d'honnête. Dehors, la cloche de l'église se mit à sonner midi. Son son semblait plus doux que d'habitude,
comme si la pitié avait émoussé le métal. Crail se leva. « Vous me pardonnerez, mademoiselle Horn, si je ne qualifie pas cela de justice. Cela semble trop civilisé. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « La justice ne crie jamais à St. Mary Mead, inspecteur. Elle murmure et les gens lui font poliment signe de la tête le dimanche. » Alors qu'il sortait, la ruelle scintillait sous la chaleur du début du printemps. Les rires des enfants flottaient de quelque part, se mêlant étrangement au son des cloches. Crail marchait à ses côtés dans un silence pensif. « Vous nous avez tous laissés avec plus de conscience que de réconfort, » dit-il enfin. « C'est l'équilibre parfait, » répondit mademoiselle Marple. « La conscience peut se glisser dans sa poche, le confort doit être reconquis chaque jour. » Ils s'arrêtèrent au bord de la pelouse. Les villageois avaient eux déjà repris leur chorégraphie habituelle. Madame Price Ridley taillait les roses avec une précision excessive. Le facteur s'attardait trop longtemps devant le portail de Madame Hartnell, et l'air était chargé de l'odeur des gâteaux destinés aux visites de condoléances. La vie, pensa mademoiselle Marple, avait retrouvé son calme parfait et trompeur. Plus tard, chez elle, elle prépara du thé frais et posa une tasse de l'autre côté du plateau, comme si elle était destinée à un ami absent. Elle but lentement, les yeux fixés sur le jardin tranquille où les moineaux picoraient dans la terre humide. Le monde, songea-t-elle, continuait toujours. Seuls les gens confondaient à continuité et innocence. Sur la cheminée, la lumière du soleil caressait la photo de son défunt neveu, le seul membre de sa famille qui lui restait, le seul témoin de sa solitude. Elle pensa brièvement à Lydia, qui se réveillait peut-être à ce moment même pour affronter une matinée moins indulgente que les autres. À Madame Clement, qui priait un Dieu qui connaissait déjà son erreur. À Geoffrey, quelque part en mer, où le repentir se mesurait à l'horizon, plutôt qu'au sermon. Chacun, à sa manière, revenait à la vie et au petit travail difficile qui consistait à paraître à nouveau respectable. Mademoiselle Marple sourit faiblement. C'était toujours la même chose, ce curieux rituel anglais. Enterrer le scandale, polir la vertu et continuer la ronde villageoise des thés et des condoléances. Pourtant, sous la surface, le sol était agité par les souvenirs. Elle se leva, apporta sa tasse à l'évier et la rinça soigneusement. Le mouvement était lent, délibéré. On aurait presque pu le prendre pour de la révérence. Puis elle la posa à l'envers sur l'égouttoir et resta un moment à regarder la dernière goutte d'eau s'écouler. Dehors, la cloche de l'église se tut. Le silence qui suivit semblait pur, sinon entièrement immaculé. « Eh bien, murmura-t-elle en esquissant un sourire, l'ordre est réconfortant, même s'il n'est que ce qui reste après que la vérité a fait son œuvre. » L'horloge sonna une fois, doucement,